Là, on est à Saint-Hilaire, on démarre notre parcours de la journée par un tour qu'on va faire sur le Marais, qui est un des enjeux de la situation qui a lieu ici. Parce que souvent, dans le cycle de l'eau, il ne faut pas séparer une question de l'autre. Hein. On s'oppose aux bassines, qui sont des captations d'eau dont certains paysans espèrent qu'ensuite, pendant les périodes de sécheresse, elles servent à arroser le maïs. Donc je laisse de côté la question du maïs, je m'occupe juste là pour l'instant de la circulation de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est un tout. Si on crée des bassines, c'est-à-dire des retenues, on draine pour les remplir, et puis ensuite on déverse. Alors quand on draine, on assèche les sols, et on met au même endroit l'eau. Et évidemment, elle s'évapore. Dans le cycle naturel, l'eau passe dans la terre et elle se concentre à certains endroits, notamment le marais. Donc si vous coupez le cycle de l'eau à un endroit, il ne faut pas vous étonner qu'à l'autre, ça aille plus mal. Donc le niveau baisse dans le marais et on envisage qu'à ce rythme, il sera asséché dans 30 ou 40 ans, ce qui est déjà arrivé à d'autres surfaces de cette nature. Alors souvent pour les citadins et les gens qui vivent en milieu urbain, ce sont des cycles qui sont assez mystérieux ou lointains. Hein. Moi-même, je dois dire qu'au début, je ne comprenais pas très bien quelle était l'importance de ces zones humides. Je pensais que ça avait seulement à voir avec la préservation de la biodiversité des zones humides, hein, les bestioles qui vivent là-dedans. Mais non, c'est tout le cycle de l'eau. Plus vous drainez, plus vous pensez capter l'eau et plus vous asséchez les lieux où cette eau, par spongiosité, s'accumule et se remet ensuite en circulation naturellement. Voilà, donc là, c'est ce qu'on vient faire ici. On a un petit point de presse avant d'embarquer dans les barques. Ok ? Allez. Bienvenue Jean-Luc, c'est un honneur de t'avoir dans ma barque. Oui, tu as vu. C'est vrai qu'il y a un trou dans la barque. Non, il arrive qu'il pleuve. Jean-Luc a tout retourné, il veut voir le marais. C'est ça qui dit très bien, le marais est tellement plus beau. Allez, mets-toi là, toi. C'est curieux que personne n'ait l'air de s'affoler qu'il y a un trou dans cette barque. Merci Norman. Si, il y a Clémence qui s'affole, mais tout le monde s'en fout. Julien dit c'est l'eau On a vraiment un trou, hein. de pluie. Hein. C'est parce que le bateau, c'est une Non, il y a vraiment un trou. Alors, vas-y, explique Camille, pourquoi il y a un marais. Voilà, pour se situer, le marais Poitevin, c'est cet ensemble, cette zone humide qui fait 100 000 hectares en tout. L'échelle ici, c'est 1 cm, 1 km. Donc les villes portes pour se repérer, c'est Niort en Deux-Sèvres, c'est La Rochelle au sud-ouest en Charente-Maritime et Luçon au nord-ouest qui est en Vendée. Et ça déjà ça pose une des problématiques. On est sur 3 départements et on est sur 2 régions. Donc derrière, quand il va s'agir de gérer l'eau de manière cohérente, avec les mêmes règles, des arrêtés préfectoraux qui vont de pair, c'est déjà une première difficulté. Le point de départ de cette région, il faut s'imaginer qu'il y a 2000 ans, c'est comme le golfe du Morbihan, c'est la baie du Mont-Saint-Michel. L'iceberg. Bah, je vous assure que quand on est de dos, c'est surprenant. Donc le point de départ c'est ça, c'est au niveau de la mer et ça s'envase. Ce qui fait que partout, dès qu'on creuse un trou, dans le marais maintenant, on tombe sur de l'argile. Donc pourquoi c'est un marais? Déjà parce que tout le sous-sol est argileux, tout le sous-sol est étanche. Pourquoi c'est un marais? C'est aussi que comme ça a été rempli couche par des sédiments marins, il y a très peu d'altitude, il y a très peu de relief. De Niort à la mer, il n'y a que 5 mètres de dénivelé, alors qu'il y a 70 km d'est en ouest. Donc souvent on symbolise le marais Poitevin comme une cuvette. C'est le fond de la cuvette de 100 000 hectares, mais qui va récupérer les eaux de bassin versant 6 fois plus importants. Bien sûr. C'est tout le sud Vendée, c'est tout le sud de Sèvres et c'est tout le nord Charente-Maritime. D'accord. Et donc, il y a 2 possibilités d'alimenter le marais Poitevin en eau. C'est soit par ruissellement, par toutes ces rivières qu'on voit cheminer, la Sèvre Niortaise, la Vendée, etc. Ouais. Et puis comme le contexte est calcaire, c'est également par le sous-sol, par l'infiltration, par les nappes phréatiques. Et c'est là que c'est important. Et c'est là que c'est important, parce que justement, le caillou qu'on vient de rencontrer, ça veut dire qu'ici, le fond n'est pas étanche. Ici, on est dans le calcaire. Bien sûr. Et ça veut dire qu'ici, on subit directement les interactions de l'irrigation faite dans la plaine.
Quand on pioche suffisamment profond, quand on épuise les nappes, et qu'elles descendent en dessous du niveau du marais, eh bien finalement, c'est le marais qui retourne dans la lave. T'as un flux inverse. Tu vois, c'est un peu la même chose que notre histoire là dans le Doubs, dans le qui était Doubs, avec oui, moi. c'est ça, je vous ai Pareil, vu. toute la rivière elle est sur un fond calcaire. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre le rap. Oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Voilà. Et si tu prends l'exemple... Mais dis, tout ça, t'as regardé avec les cartes, pardon, je vous tutoie. Oui, bien sûr. Vous avez regardé avec les cartes ce que ça donne avec la montée du niveau de la mer? C'est très clair et net. Vous êtes dedans, vous, carrément. On est les premiers. Non, mais tu vois, c'est pas pour ça, hier, on disait, si on doit étudier pour la suite, dans la planification, on doit tenir compte de ça. C'est-à-dire, si le niveau de la mer monte, combien il y a de gens qui sont là, à l'endroit où... Ah bon, ça vous doit, ça fait une... Le bassin de population du Marais, c'est 100 000 personnes. Pas 100 000. Quand on se balade dans le Marais comme ça, on voit du vert partout. Et l'image de marécage, déjà, il n'y est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, l'organisation des canaux dans le Marais est très rectiligne. Si on prend de la hauteur, le Marais, c'est un damier. Ce sont des allées romaines. Pour la simple et bonne raison que nous sommes bien sur des canaux. Toutes ces voies d'eau... C'est tout artificiel, d'accord. C'est artificiel, ça a été aménagé par main d'homme, sans aucun moyen mécanique. Et en tout, les hommes ont creusé près de 10 000 km de voies d'eau dans un objectif de drainage de ce marécage afin de le mettre en culture. Je comprends mieux que depuis le départ, c'est une intention agricole. Complètement. C'est 1000 ans d'histoire de conquête et de domestication de la nature. D'accord. En résumé. Et donc les autres, ils se rappliquent avec leurs bassines en pensant qu'ils ont trouvé un raccourci Bien sûr. pour faire face à un problème qui de toute façon se pose. Tout à fait. Entendu. En fait, depuis le Moyen-Âge, les hommes se sont lancés dans une conquête de poldérisation, de gagner des terres sur la mer. Et la première étape, c'est justement de construire des digues, à l'époque en argile, pour se promouvoir, pour se protéger. Voilà, au niveau de la baie de l'Aiguillon, il y a tout un réseau de digues. Et Tout là autour. voilà. Dans les suites de Xynthia, il y a eu deux stratégies qui ont été adoptées, qui étaient de dire, si la mer monte, on fait des digues plus hautes. Sauf que quand la digue elle cède et que la vague elle est à 7 mètres de haut, c'est beaucoup plus ravageur en contrebas. La gravité fait que quand une digue pète à 2 mètres, c'est pas les mêmes dégâts que quand une digue pète de 7 mètres. Donc le Conseil général vendéen est rentré dans cette logique de suréquipement et de de faire front. Là où aujourd'hui en Hollande, c'est intéressant parce que les Hollandais sont à l'origine de l'aménagement de ce marais. Aujourd'hui on comprend qu'il faut laisser des zones tampons, il faut laisser des zones où en effet la submersion peut arriver, mais de ne pas installer d'habitation ou d'industrie. Et la prévention du risque elle est là. Parce que c'est bataille perdue sinon. Ben oui, bien sûr. Alors se figurer que tu vas arrêter la mer avec une digue, c'est une vue de l'esprit. En tout cas chez nous on n'est pas organisé pour ça. Vous comprenez mieux le mécanisme quand vous y êtes. Le fait qu'on pompe l'eau partout abaisse le niveau des nappes phréatiques, du coup c'est la mer qui avance. Et on retrouve comme ça des terres salées à l'intérieur des terres. Et ça, ce sont des choses qui permettent d'améliorer notre compréhension de ce qui se passe ici. On le sent, on le ressent, c'est bien. Mais vous voyez, quand vous êtes en ville, vous n'avez aucun moyen de savoir tout ça. Vous dites, l'eau, il y en a quoi. Vous ouvrez le robinet, il y en a, mais c'est que les gens, bientôt vous pourrez ouvrir le robinet, puis ce qui coulera de là, vous ne pourrez pas vous en servir. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais enfin, j'espère qu'on aura pris à temps les bonnes décisions. C'est beau ça. Combien de fois on a fait la comparaison entre les flux sanguins et les flux des rivières. Et quand on est comme ça, on est vraiment sur les veines du monde. L'eau, c'est ça. Et dis donc, ça se remplit de flotte ta barque. C'est vrai. C'est pas le simple petit truc que j'imaginais. T'as pas un bouchon? Voilà, un doigt, c'est parfait. Un chewing-gum, ce serait royal. Je vais rester comme Mais j'ai ça, encore mieux, on va colmater avec de l'argile. On va faire un peu de pédagogie. L'argile, c'est très utile pour T'as pas colmater une une écope barque qui traîne dans ton bateau? Tu crois? qui menace de couler. Une Il écope? vaudrait mieux la mettre dans l'autre sens, parce que là, la flotte pousse. Bah oui, mais tu veux je plonge. Ouais, on nage comme avec ça. la Le main bateau comme hier, ça. en transportant, il a pris un star et je pensais que c'était juste...
Ça va. Quoi? Les bassines non merci sont particulièrement bien organisées. Hein, On travaille avec Jean-Luc. Et on va garder l'outil d'ailleurs. Hein. Madame la secrétaire générale, on peut servir. Hein. Avec un autre bassine non merci, ça fera un très beau souvenir. Allez, encore un peu, regardez-moi ça. On va continuer. Mais non, non mais c'est bon là, on a presque vidé la barque. Et puis la fuite est colmatée. Nickel, mais bravo Clémence, bravo, c'est toi qui as interrompu. Bah oui, c'est pas pour rien, il n'y a que Mathilde qui se tient. Je trouve que quand même pour une vice-présidente, Franchement, elle a mâché du chewing-gum. pour rien. Eh, je crois qu'on est à sec les gars et les filles. Vous avez vu pourquoi c'est moi le chef? Oui. D'accord? Vous avez compris ce coup-là? Voilà les copes et on a fait un mélange terre glaise et chewing-gum. Ça marche. Merci. Merci Julien. Vous n'avez pas eu de fil? Non, 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 nous on avait Non, mais moi, je repéré les m'inquiète. bateaux. Ça a écouté sec. Attends, mais on avait je repéré les m'inquiétais bateaux. du fait- J'ai vu, ouais. je m'inquiétais du fait qu'il n'avait pas l'air de s'alarmer. Je me dis, j'y connais peut-être rien en marée, mais en barque, si. Oh, C'est Pierre, bien c'est pas quand il y a un très trou dedans, il y a un problème, quoi. Au bout d'un grand moment, ils se sont dit, tiens, ouais, il y a un problème, ça se remplit. Misère, catastrophe. Tilde a mâché du chewing-gum pour boucher le trou et Clémence a mis de l'argile. Ah, quel beau travail. Salut Julien. Ouais, mais moi ça n'a pas fonctionné. Non mais vous voyez comment, c'est marrant parce que les êtres humains on est tous les mêmes quoi, il y a un principe d'autorité. Le gars qui est là avec la perche dans la main, c'est lui qui commande. Donc il vous dit qu'il n'y a pas de problème, vous dites ouais il n'y en a pas, alors que visiblement il y en a un, tu vois. C'est comme ça. Donc du bon usage de l'autorité. Ça fait pas la méduse quand même le bateau. Bon alors ça y est, on a fait un tour là, qui nous a permis d'analyser au fur et à mesure les situations. Ah, c'est plus plaisant que d'être assis dans une salle devant un tableau. Hein. Et puis maintenant, on va aller voir une bassine. Je vois l'autre bateau qui arrive. Allez, souquet ferme. Allez, on y va. Donc en fait, ça s'appelle des réserves de substitution parce que l'idée c'est de prendre l'eau en hiver au lieu de la prendre en été. Mais dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas de la substitution stricte, puisqu'au contraire, ils ont augmenté la quantité d'eau totale prélevée par rapport à ce qui était fait sur les 10 dernières années. Avant le maïs, il y avait des vignes. Alors pas dans le marais mouillé, hein, mais sur les coteaux par exemple, la terre, c'est une terre qui est très séchante et dans laquelle ne pouvait pousser que de la vigne. Donc c'est vrai quand on voit que maintenant on met du maïs dessus, on se rend bien compte que si on n'arrose pas en permanence, hein, pas juste une fois de temps en temps, mais en permanence, eh ben, ça ne peut pas tenir. Donc le maïs n'est pas du tout adapté à ce type de terrain. Hein, ils ont commencé par drainer, par ouvrir les pelles, par arracher les haies, par détruire les zones humides. C'était toutes des infrastructures écologiques qui permettaient une bonne gestion de l'eau. Donc c'est aussi ça qu'on veut dire, c'est un système, bon parce que la sécheresse qu'on connaît actuellement, les rivières sèches, etc., c'est lié à des pratiques culturelles qui n'étaient pas bonnes. Hein. Et donc on trouve qu'on ne peut pas confier la solution du problème à ceux qui l'ont créé en fait. Ça n'a rien à voir avec... je ne m'imaginais pas que ça pouvait être aussi grand, dis donc. Parce que je pensais à d'autres bassines que j'ai vues ailleurs, je pensais que c'était ça, des trucs plus modestes. Ben là, dis donc, c'est carrément grand format. Hein. Et toi, tu dis que ils veulent faire encore plus grand. Ah, ce sera beaucoup plus grand, oui. 3 ou 4 fois plus grand, oui. La bassine d'Amuret, elle fera 750 000 m3. Et encore, elle a diminué par rapport à son projet de départ. En fait, il ne faudrait pas que les gens croient qu'on aurait une nature à l'abandon et que le système des bassines viendrait y mettre en quelque sorte de la rationalité. Non, tel qu'est le marais, il est lui-même le résultat d'une volonté humaine pour produire un certain type d'agriculture. Et celui-ci, c'en est un autre qui vient s'y substituer et l'écrabouiller et le rendre impossible. Donc on a la compétition entre deux manières de pratiquer l'agriculture. Celle qui vient de l'histoire profonde et celle qui vient du système agro-industriel, où il faut produire du maïs en quantité n'importe où. Alors que la réalité, comme vous savez, c'est qu'on n'a pas besoin de tout ce maïs. C'est pas vrai. Alors les gens en ont besoin pour vivre. On ne peut pas simplement leur dire, écoutez, vous arrêtez et puis vous partez. Non, il faut leur proposer d'autres activités. Mais
On ne peut pas continuer à avoir une production qui finalement n'est pas du tout indispensable, puisque nous sommes très largement excédentaires, et qui se fait au prix du saccage d'une région qui, elle, est unique, et qui elle-même avait sa propre tradition agricole. Et aujourd'hui, les besoins de la France pour la souveraineté alimentaire, c'est d'abord l'agriculture vivrière. Le niveau d'autosuffisance de ces régions est incroyablement bas, c'est pas normal. Si vous avez seulement 1% de ce qui se consomme, qui est produit sur place, c'est absurde. Parce que pendant des siècles et des siècles, on a vécu de ce qui était produit sur place. Et cette situation se retrouve un peu dans tout le pays. Donc, si on voulait travailler sérieusement, on devrait partir d'abord de la demande, et notamment de la demande alimentaire, et puis après on passerait aux autres compartiments. Et on remettrait de l'ordre comme ça dans l'agriculture, et on pourrait planifier le rythme auquel on passe d'un mode de production agricole à un autre. On organise ça raisonnablement. Là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, on fait, d'après un modèle, le même partout, où qu'on soit dans le pays, on saccage, on crée des situations irréversibles dans la nature, et après, soit on abandonnera tout, soit il faudra à nouveau imaginer des choses de plus en plus destructrices pour compenser ce qui devra être reconstruit. Voilà, donc c'est tout ça, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et encore une fois, je vous le dis, vous avez une bonne question à vous poser. À combien de kilomètres est la prochaine carotte, hein? Parce que vous avez maintenant des pénuries de capacités alimentaires, de vivrières, hein, qui sont complètes, quoi. Voilà, moi c'est par ce bout-là que je prendrai les affaires le moment venu, s'il le faut. Alors là, nous sommes dans la marche contre ces bassines. Et alors, tu vois, on m'a donné ça. C'est un tuyau parce que, comme ils sont aperçus que l'argent qu'ils recevaient pour faire les bassines, ils n'avaient pas le droit de l'avoir du point de vue de l'Europe. Donc, ils ont décidé de prétendre que l'argent qu'ils utilisaient, c'était pour faire passer ces tuyaux qui servent à alimenter les bassines. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Pour le reste, on marche. Il y a des bannières de la CGT, de l'Union départementale CGT, il y a des bannières d'Attaque, il y a des bannières d'Europe Écologie Les Verts, des Insoumis, des Cocos, enfin un peu tout le monde, puis plein de gens qui n'ont pas de... Donc c'est assez divers, quoi. Hein. Puis beaucoup de gens qui n'ont pas d'appartenance particulière. Enfin, c'est une lutte très ancrée populaire. Jean-Luc, c'est ton tour, c'est à toi. Merci d'être là. Très plaisir. Bon, d'abord, je voudrais féliciter ceux qui ont entrepris cette lutte quand ils l'ont commencé, parce qu'ils avaient raison avant tout le monde. C'est le cycle de l'eau tout entier qu'il s'agit de prendre en compte. Et pour ça, nous avons une conquête à entreprendre. C'est de reconquérir la propriété collective du temps long et des biens communs. Le temps long, c'est celui de la planification. On décide et on vérifie en cours de route que ça se passe comme prévu. La planification est incontournable, évidemment pas la chose bureaucratique décidée depuis je sais pas trop où, mais la planification, par exemple, au niveau de la commune, au niveau du bassin versant, au niveau où on est à côté de la cause et des effets. Et puis évidemment combiné avec l'intérêt général. Parce que, à tout ce que vous savez déjà, s'ajoute le fait que le niveau de la mer monte. Ça, je ne sais pas si les très intelligents qui ont inventé le système des bassines, ils y ont pensé. Mais si vide la nappe phréatique, la flotte de la mer va monter plus haut. Parce que de toute façon, la mer monte.
Et par conséquent, vous aurez une salinité aggravée des sols et une réserve en eau qui diminuera. L'eau potable, c'est 2% de l'eau qu'il y a sur cette planète. C'est rien du tout. C'est donc un bien extrêmement précieux. C'est d'ailleurs tellement précieux que c'est pour ça qu'ils ont organisé de la spéculation sur des titres qui fonctionnent sur l'eau. Maintenant, il y a des titres sur l'eau, et pourquoi? Sur la rareté de l'eau. Ces gens-là feront du fric avec n'importe quoi, on le sait. Et nous, on a à faire face à ça, récupérer le temps long, le droit de décider pour le temps long. Et deuxièmement, décréter que l'eau est un bien commun. Dès lors que c'est un bien commun, personne n'a le droit de se l'approprier sans que la collectivité ait donné son mot. Ça veut dire que dans ce pays, la totalité de l'eau doit être collectivisée et sa surveillance et la vigilance à son sujet être remise aux syndicats de communes et aux syndicats de bassins versants qui sont en état de contrôler l'usage qu'on en fait. C'est pourquoi je dis à Veolia qu'ils se donnent bien du mal pour avaler Suez, parce que de toute façon, à la fin, on reprendra tout. Et Veolia, et Suez, et tout ce qu'ils contiennent. Alors voilà pourquoi, mes amis, mener la bataille pour les biens communs et pour ce qu'on appelle d'une manière générale l'écologie, c'est-à-dire la connaissance de l'écosystème qui est compatible avec la vie humaine, à mes yeux, et j'espère vous en convaincre, est d'abord une affaire qui nécessite qu'une révolution citoyenne redonne le pouvoir sur les biens communs. Bon ben voilà, ça va être la fin du vlog. On est ressorti de la manif avec toute la petite équipe qui m'entoure. Il y a Antoine derrière sa caméra. Il y a Flore qui a participé aussi à ce vlog. Lise, Sébastien, Manon. On est quelques-uns quand même là, plus Mathilde Panot, Elby, Loïc Prudhomme. Enfin bon, on était quand même un certain nombre, puis tous les copains dont je ne connais pas forcément les prénoms, qui étaient dans la manif avec les drapeaux et tout ça. Alors je pense qu'on a fait du bon travail parce qu'on a eu de la presse nationale et ça c'est important pour la lutte locale, mais c'est aussi important pour la prise de conscience à l'échelle du pays. Et ça c'est quelqu'un qui me fait un signe encourageant. Voilà, alors on va faire un petit tour là, on va se promener tranquillement sans enjeu et puis après on va rentrer et la semaine sera terminée d'un dimanche à l'autre, un dimanche sur l'eau et puis un dernier dimanche sur l'eau encore. Allez, à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez des pouces bleus parce qu'à nous, ça nous donne du courage. Au revoir.